Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Canapé Pouze, où je vous raconte des trucs historiques ou archéologiques sur mon canapé. En 2 semaines, j'ai répondu à 2 interviews et enregistré une chronique pour la télévision sur le même sujet, la bibliopégie anthropodermique. La bibliopégie anthropodermique, c'est la pratique qui consiste à créer une reliure de livre avec du cuir humain. Oui, ça existe. Il y a quelques années, c'était un sujet assez confidentiel. Et puis c'est devenu super hype ces derniers temps, depuis que plusieurs exemplaires ont été vendus aux enchères en France. Oui, ça se vend. Pour l'une des interviews, on m'a demandé quel est ton livre relié en peau humaine préféré. J'ai eu beaucoup de mal à choisir et j'ai donc décidé de vous parler de tous les chouchous dont je n'ai pas eu le temps de parler dans les médias dernièrement. Ah oui, et aussi, je travaille un petit peu trop en ce moment, la fatigue est bien présente. Ça se voit un peu dans cette vidéo où je n'arrive plus à compter sur mes doigts et où je ris comme un cheval. Vous êtes prévenus. C'est donc parti pour 5 livres en peau humaine qui déchirent tout. Évidemment, Loulou est avec nous comme d'habitude et à la fin, il nous dira quel est son préféré. Mais j'ai déjà fait des paris, qu'on va voir si je le connais bien. Et bien sûr, à la fin, on vous parlera de Patate ou Cadavre, parce que vous êtes nombreux à demander des nouvelles de ce jeu. Numéro 1, La danse macabre de Hans Holbein le Jeune. Je l'adore parce que, déjà, c'est un des plus beaux livres en peau humaine qui existent. Vous voyez ces motifs de crâne, d'ossements croisés. Ça reprend un style iconographique qui se développe à partir du XVIe siècle et qui aura beaucoup de succès jusqu'au XVIIIe siècle dans un genre littéraire très spécifique qu'on appelle le tombeau littéraire. Ce sont des livres qui sont faits pour commémorer la vie d'une personne. Si vous voulez en savoir plus sur cette iconographie, je vous laisse la vidéo de l'exposition Le livre et la mort juste ici. Ce qui est en plus fantastique avec ce livre, c'est que c'est véritablement ce que l'on recherche avec un livre en peau humaine, c'est-à-dire une œuvre globale où vous avez le contenu, le contenant et l'iconographie qui forment un tout véritablement cohérent. Parce que, évidemment, le contenu est macabre, hein, c'est une danse macabre, l'iconographie est macabre et la reliure, évidemment, le cuir l'est encore plus, puisqu'il s'agit de véritables peaux humaines. Tous les livres en peau humaine n'ont pas pu être testés, celui-ci l'a été selon la méthode de l'analyse des peptides. On utilise les trepsides peptidiques pour connaître la nature du cuir. Les trepsides peptidiques, c'est tout simplement des petites chaînes aminées qu'on trouve à l'intérieur des protéines, et chaque animal a une signature protéinique différente. Et là, il s'agit bien de peau humaine. Donc pour moi, c'est véritablement le livre en peau humaine le plus réussi. Pour moi, il commence bien aussi, parce qu'il commence par un petit jeu de mots. Un jeu de mots. La peau sur les os. Oh, la peau sur les os, joli. Il y a un autre motif qui est encore plus apprécié que les os, c'est les larmes. Mais c'est un peu raté parce que ça ressemble franchement à des petits spermatozoïdes. Et puis la peau sur les larmes et la peau sur les spermatozoïdes, ça sonne pas pareil. Alors d'un coup, on se lance dans un truc qui est très différent au niveau de l'ambiance. Numéro 2, le livre de Michel Campi. C'est un monsieur qui fait des cambriolages et là, pas de chance, il y a un cambriolage qui tourne mal. En 1883, il est arrêté parce qu'il a tué une personne pendant un cambriolage. Ce qui va se passer, c'est que ça va devenir une véritable star du crime. C'est à cette époque-là, en fait, qu'on commence à véritablement s'attacher aux criminels. C'est un peu fait entrer l'accusé, mais avant l'arrivée de la télévision, donc tout le monde se prend de passion pour Michel Campi. Et à cette époque-là, quand on tue un criminel un petit peu médiatisé, si j'ose dire, eh bien on fait différentes choses avec son corps. D'abord, on va le disséquer. Ensuite, on va récupérer ses ossements pour faire ce qu'on appelle un squelette monté qui va ensuite être exposé à l'intérieur de la ville. Et puis on garde sa peau. Alors on garde sa peau pour plusieurs choses. Par exemple, William Corder en Grande-Bretagne, on l'a juste scalpé et on a montré son scalp. Non mais c'est vrai que ça a un caractère dissuasif pour la jeunesse qui est assez intéressant d'un point de vue judiciaire. Il est scalpé post-mortem. Ah oui, post-mortem, mais quand même. Du coup, je pense que la jeunesse, elle s'en fout, non? Je sais pas, tu sais quand tu passes comme ça dans l'hôtel de ville de ta ville et que déjà si tu passes, c'est pas bon signe, et que tu vois ça, ça peut peut-être t'arrêter, tu peux peut-être te dire ouais, j'ai pas trop envie de mourir et d'être scalpé par la suite. Si c'est des vrais gangsters dans l'âme, ça reste visible. Exactement, c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'il y a un anthropologue qui, au contraire, à cette époque-là, dit il faut arrêter de faire de la violence un spectacle parce que ça encourage une petite partie de la population justement à être violent
pour devenir des stars en fait. Et donc avec la peau de Michel Campi, on a fait un livre. Ceci dit, on peut faire d'autres choses avec le cuir humain. Par exemple, en France, on a tué Henri Pranzini. Et on a fait des babouches. Alors, tu ne crois pas si bien dire. Oh, merde. Il existe aux États-Unis, il existe un criminel qu'on a épluché. Je sais pas si ça se dit comme ça. Je sais pas si c'est un terme scientifique, mais au moins c'est visuel. Qu'on a écorché, pardon, pour créer une paire de chaussures. Mais en France, donc, avec la peau de Henri Pranzini, on a fait des portefeuilles que l'on a distribués. Tu allais dire des pâtes. Des pâtes. Des Oui, pâtes. mais des Pranzini. T'es con. On a fait des portefeuilles qu'on a ensuite distribués, tenez-vous bien, aux policiers qui avaient occasionné son arrestation et sa pendaison. Et en ce qui concerne donc Michel Campi, revenons à nos moutons, son squelette a été exposé dans l'hôtel de ville, mais une phalange a été volée. Et ça a été un événement puisque ça a fait tout un article dans le Figaro. Alors pourquoi ça a été volé? Parce qu'à l'époque, il existe un phénomène donc de starification et du coup un phénomène de collection d'objets liés à ces meurtriers célèbres. C'est ce qu'on appelle des murderabilia, c'est-à-dire des souvenirs de meurtre. Et ça prend des proportions merveilleuses, c'est-à-dire qu'en France, on fait des cartes postales avec les têtes décapitées, etc., ou avec des photos de scènes de crime. En Angleterre, on fait des petites céramiques qui reconstituent la scène de crime pour que mamie et tantine passent en pèlerinage et rapportent ça à la maison. Mais ce que les gens préfèrent, bien évidemment, c'est avoir des objets véritablement macabres et des authentiques. Donc ce qui a le plus de succès, bien en Angleterre par exemple, c'est un morceau de la corde qui a servi à pendre le type, ou alors un morceau de son vêtement qu'il portait au moment de l'exécution. Ou bien, si on trouve pas mieux, eh ben une phalange. Bah moi je trouve ça plus stylé. C'est assez stylé. C'est quand même la phalange de la main. Qui a tué. Voilà. Ouais. Tu rentres très bien dans la logique du truc, ça me fait même limite un peu peur quand même. Hein. Ah, je t'ai pas montré toute ma collection. Et donc, après le vol, bien, on retire de l'exposition ce squelette pour éviter d'autres problèmes d'ordre public. Mais quand même, le public est très demandeur de frissonner avec ce monsieur. Donc le musée de Grévin va lui faire une poupée en cire, grandeur nature, et l'exposer pendant presque 10 ans. Et donc, en ce qui concerne son livre, on ne sait pas où il est. En vérité, moi, j'ai un petit doute de savoir où il est, mais le conservateur du patrimoine ne veut pas me répondre. Parce qu'il faut savoir quand même, c'est peut-être intéressant de le dire, que c'est hyper compliqué de travailler sur ces objets-là pour les publier. Les conservateurs du patrimoine sont hyper frileux parce qu'ils n'ont pas envie qu'on publie qu'ils possèdent ce genre d'objets dans leur collection. Même si c'est pour le publier dans une revue universitaire, surtout qu'en ce moment c'est très la mode, les médias sont comme ça sur le sujet, donc c'est compliqué d'en parler. Il y a encore un petit tabou sur la question. Donc le livre de Campi, c'est vraiment un livre qui est emblématique du traitement qu'on pouvait faire pour des condamnés à mort et de toute la tension qu'il pouvait y avoir autour de leur reste mortel. Mais il y a une autre raison pour laquelle je ne pouvais pas passer à côté de ce livre dans ce top 5, c'est parce que c'est très rare qu'on connaisse le nom du relieur. Le relieur, c'est bien la personne qui va faire la reliure. Hein. Quand la reliure est très très bien faite, de temps en temps, le nom du relieur parvient jusqu'à nous. En revanche, le nom de l'artisan tanneur, on ne l'a pratiquement jamais. Et là, pour le livre de Campi, on connaît le nom du mec qui a tanné le cuir avant de donner le cuir au relieur. Comment s'appelle-t-il ce monsieur? Il s'appelle Flandinette. Numéro 3, le mec, pour moi, le plus badass. Je vais vous parler du livre de James Allen, alias Joseph Pierce, alias... liste des prénoms s'affichant sur l'écran parce que je m'en souviens plus. James Allen est un bandit de grand chemin qui a changé de nombreuses fois d'identité pendant sa longue carrière. C'est une personne qui vole. Voilà, il vole, il braque des banques, il braque des riches sur les routes, c'est son truc. Et il se trouve qu'il se fait arrêter par James Fenno. James Fenno, ce n'est pas un policier, c'est la dernière personne qu'il a essayé de braquer dans un fiacre. Et le gars... kung-fu, machin et tout, il l'immobilise, il le ligote, il appelle les flics et c'est à cause de James Fenno que James Allen va être arrêté
et du coup tuée. Du coup, il l'a mauvaise, Hélène. Je savais pas si j'osais. Oh, elle est tellement bonne. Je suis dégoûtée de pas y avoir pensé. Elle est super. Bon, on la gardera. Justement, non. Il ne l'a pas mauvaise. Enfin, en tout cas, il va faire un move hyper élégant par rapport à sa dernière victime finalement, qui a permis son arrestation. Il va dire, pendant son procès, écoutez, je voudrais que ma peau soit écorchée, qu'on relie un livre relatant ma vie avec, et qu'on donne ce livre à monsieur James Fenno, qui a été assez courageux pour me tenir tête. C'est chouette. Je la raconte un peu. Alors il se la raconte un peu, surtout qu'en fait, ils savent, les types à l'époque, que c'est la mode de faire des livres en peau humaine. Donc ils savent que de toute façon, qu'ils donnent leur autorisation ou pas, ça sera fait. Donc faire ce genre de déclaration un peu badass au tribunal, tu vois, c'est aussi possiblement une manière de reprendre le pouvoir, de reprendre le contrôle sur son corps et sur son image, et de finir sur une petite note panache, tu vois. Numéro 2, un livre de Phyllis Wheatley. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une poétesse afro-américaine qui publie pour la toute première fois de la poésie au milieu du XVIIIe siècle. Et une femme noire qui publie de la poésie, eh bien c'est une grande première. C'est la toute première poétesse de couleur. C'est pour ça qu'elle est devenue complètement emblématique de la lutte pour l'égalité entre les Afro-Américains et les Blancs, au même titre que Rosa Parks par exemple. La demoiselle, originaire d'Afrique de l'Ouest, n'a que 7 ans quand elle débarque à Boston. Elle arrive sur un bateau négrier qui s'appelle le Phyllis et qui lui donnera son prénom. Ses maîtres, les Wheatley, repèrent immédiatement que c'est une enfant très curieuse et ils décident de lui offrir la même éducation que celle de leur fille naturelle. Elle va apprendre la littérature anglaise, elle va apprendre les langues mortes et du coup, en quelques années, elle devient la chouchoute de l'élite intellectuelle de Boston. Il y a fort peu d'ouvrages de femmes qui vont être reliés en peau humaine. D'habitude, les femmes, elles servent plutôt à relier le livre plutôt qu'à l'écrire. Il y a seulement 2 femmes qui ont été éditées et qui ont ensuite été reliées en peau humaine. Il s'agit de Phyllis Wheatley et Louise Bourgeois, qui est accoucheuse du roi et qui a fait pas mal de traités de gynécologie. Donc Phyllis, non seulement parce qu'elle est une femme, mais en plus parce qu'elle est noire, elle avait beaucoup plus de chances statistiquement de finir en reliure que de finir publiée. Et elle finit publiée, donc c'est quand même badass. Et enfin, numéro 1, le livre de Joanne Harwood. Joanne est fiancée à Elsa et Elsa va rompre les fiançailles. Proprement, hein, elle lui dit écoute Joanne, c'est fini. Sauf que Joanne n'accepte pas trop et quand il voit Elsa en train de tourner autour d'autres garçons, eh bien il s'énerve et il tue Elsa. Tu fais des trucs bizarres avec ta beubare, j'ai cru que tu me faisais un signe. Tu perds ta concentration. Tout à fait. Joanne Harwood est donc condamnée à mort sans beaucoup de discussion en 1821. On fait du coup avec son corps tout ce qu'on fait avec les malfrats qui sont un petit peu des malfrats vénères habituellement. Donc on fait un squelette monté, on fait un livre avec sa peau. Mais là où l'aventure de Joanne Harwood est très particulière, c'est qu'en 2011, il y a une dame de sa famille, une lointaine descendante, une lointaine cousine, qui dit « Écoutez, moi, ça me fait de la peine de voir le squelette de mon aïeul dans la maison de la justice, donc je souhaiterais qu'on me restitue son squelette pour que je puisse faire des funérailles décentes. » Et là, elle se rend compte qu'il manque une phalange. Et on reboucle avec le numéro 1. Elle obtient gain de cause et le 13 avril 2011, elle peut inhumer son aïeul avec une cérémonie funéraire tout à fait appropriée et tout à fait élégante. Mais 2 ans après, cette dame revient à la charge et dit « Je voudrais également inhumer le livre en peau humaine. » Et là, c'est niette. Les conservateurs du patrimoine lui disent « Écoutez, madame, vous êtes bien gentille. On comprend que d'un point de vue éthique, c'est compliqué ce genre d'objet, mais il se trouve que les livres en peau humaine, on en a très peu. On en a très peu qui sont des authentiques, on en a très peu qui sont historiquement aussi bien renseignés, donc on ne peut pas se permettre de perdre un objet patrimonial aussi précieux. Donc personnellement, je suis très contente que cette femme ait eu le droit d'enterrer ce squelette parce que au nom de la science, très honnêtement, ce squelette ne nous apportait pas grand-chose et le respect dû à l'être humain était beaucoup plus important.
En revanche, je suis quand même contente qu'elle n'ait pas eu le droit de détruire le livre, parce que l'inhumer, c'est le détruire, on va pas se mentir. Et les conservateurs du patrimoine ont donc proposé un entre-deux, c'est-à-dire de ne pas détruire le livre, mais de ne plus jamais l'exposer non plus. Comme ça, le respect dû au corps mort est préservé, mais ce témoignage exceptionnel est également conservé. Et il parle de quoi le bouquin? Et bien comme tous les livres de condamnés, en fait c'est un compte-rendu du procès et une histoire de sa vie. Quel est le livre préféré de Loulou? Tout à fait. Bah, forcément les histoires de larcins et de grands bandits. Celui qui est parti avec panache en disant bon les gars, vous m'avez chopé, vous avez gagné. C'est vrai que j'étais un sacré enfoiré. Je me suis trompée. C'était lequel? C'était probablement mon 2. C'était quoi ton vœu? Attention, si tu perds encore là, si je perds encore, je vais hein. C'était quoi ton 2? Eh ben l'autre Larcinou. Campi. Campi. Oui, j'avais gagné, Campi. J'avais mis Campi parce que Flandinette. Passons quand même à la cavasse du quoi? C'est quoi? Je sais pas, la conclusion? La fin? Non, c'est pas la conclusion. Le moment où tu dis aux gens de s'abonner. Abonnez-vous. Merci. Avec simplicité. Abonnez-vous avec simplicité. Quoi? Non, toi tu l'as dit avec simplicité. Ah bah, abonnez-vous. Oui, voilà. Non, il y a aussi... Patate ou cadavre. Je ne sais pas. Vous avez été nombreux quand même à me dire, bah alors, c'est quoi les règles? Alors, j'ai pris un peu vos idées. Donc, visiblement, on se dirige vers un jeu de plateau, avec des cases, où vous tombez sur des cases, bon bah, patate ou cadavre, hein, ça forcément, et à l'intérieur, vous avez plusieurs sous-catégories. Vous avez biologie, bien sûr, hein, biologie des végétaux ou du cadavre, vous avez histoire, et vous avez culture générale. Par exemple, si vous tombez sur une case patate histoire, vous pouvez avoir la question quelle était la fleur préférée de Marie-Antoinette? Question très facile, n'est-ce pas? Évidemment. C'est quoi? Vas-y, essaye au pif, je suis sûre que tu vas trouver. Bégonia. Bégonia. Tu trouves que ça fait royal, ça, le bégonia? Il y aura donc des questions simples où il faut répondre directement. Il y aura parfois des QCM. Il y aura parfois des quiz un peu à la burger quiz que vous m'avez proposé, genre patate ou cadavre ou les deux. Et il y aura également quelque chose que vous avez été plusieurs à me proposer et que j'aime beaucoup. Ce sont des close-up de photographie où il faudra deviner si c'est un close-up sur une patate ou sur un cadavre. Et franchement, eh ben, il y en a, c'est difficile de savoir. Il y en a... Certaines photos ou... Certaines photos de patates ou certaines photos de cadavres? Les deux. C'est dégueulasse. Si la personne n'arrive pas à répondre ou donne une mauvaise réponse, eh bien elle piochera dans une série de questions. Et je suis donc à la recherche de votre inspiration pour trouver des questions un petit peu rigolotes, un petit peu sympas, parfois peut-être un petit peu dérangeantes à poser à notre invité. Et bien évidemment, il va falloir trouver des invités. Donc je suis ouverte aux suggestions de chaînes YouTube, si possible d'historiens, hein, parce que sinon ils vont être un petit peu paumés dans le jeu patate ou cadavre, à inviter pour jouer à ce jeu quand il sera finalisé. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous allez nous donner des merveilleuses idées pour finir patate ou cadavre. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, et puis d'ici là, bien sûr, restez vivants.